mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche un intellectuel engagé dans la politique, son nom Hamidou Anne. Monsieur Anne, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayouma, merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission culte Objection, dont je suis un des fidèles auditeurs dans le pays et au-delà. Alors, un intellectuel engagé dans la politique, Hamidou Anne, pour dire à nos auditeurs et auditrices que vous êtes également écrivain. Vous avez justement publié Penser l'Afrique qui vient, mais également Amadou Mahtar Mbow, Une vie, des combats. C'est la même trajectoire. On va en savoir un peu plus tout au long de cette émission, avec surtout votre troisième ouvrage, Politisez-vous. C'est le cas désormais? C'est le cas désormais. Effectivement, c'est un ouvrage que j'ai coécrit avec certains amis sénégalais d'ici et de la diaspora en 2017, où nous appelions la jeunesse sénégalaise, mais au-delà, la jeunesse africaine, à se politiser, à l'engagement politique, à prendre en compte son destin, à ne pas laisser seulement d'autres individus gouverner sur sa destinée, à prendre sa responsabilité et étant fidèle à toutes les pensées qui ont irrigué l'histoire de notre pays, politique, économique et sociale. Il fallait à un moment donné qu'il y ait des continuateurs et nous considérons que la jeunesse sénégalaise peut être continuatrice de la belle œuvre de construction du pays. Du pays, oui. Mais vous avez un parcours reconnu dans le monde intellectuel. Qu'est-ce qui vous a conduit à franchir le pas et rejoindre un parti politique dénommé aujourd'hui l'APR? Je pense, en répondant à votre question, à cette phrase de Mamadou Dia, qui disait que la politique n'est pas un droit, mais c'est un devoir qu'il fallait exercer pour être digne quelque part de sa société, mais aussi des grands enjeux de notre pays et encore de l'Afrique et au-delà. Effectivement, j'ai un parcours d'intellectuel avec des centaines d'articles, quelques ouvrages, beaucoup de conférences données ici et ailleurs, et je me suis toujours situé dans le champ de la réflexion pour la République comme matrice principale, intellectuelle issue un peu de ce qu'on appelait la gauche post-marxiste, mais en tout cas du courant de gauche. En tout cas, je me suis situé dans le champ de ceux-là qui réfléchissaient sur leur pays, sur l'Afrique, mais en ne me fermant pas, en pensant que tout ce qui concernait le monde concernait quelque part aussi le Sénégal, et qu'il fallait planétariser finalement la question africaine et ne pas céder à l'injonction faite aux Africains de ne penser que pour leur pays et pour eux-mêmes, mais de considérer que ce qui se passe partout dans le monde nous concerne. Donc j'ai été dans cette trajectoire-là pendant plusieurs années, que j'ai arrimé à aussi une trajectoire de haut fonctionnaire de l'État du Sénégal, et il fallait un moment, de mon point de vue, changer de braquet et aller vers une forme de transmutation de mon engagement, parce que je me suis engagé personnellement. Qu'est-ce qui a été déterminant dans cette transformation? Et je me suis engagé très tôt contre le parti aujourd'hui qui gouverne, par ses méthodes que je considérais brutales, par son approche de la politique que je considérais assez violente, et par l'absence de limite, en tout cas dans la conquête du pouvoir. Et de mon point de vue personnel, sans être affilié à aucun courant politique, je m'étais engagé comme intellectuel issu de la gauche républicaine, soucieux de la République, mais aussi de l'unité nationale contre le PASTEF. Et quand le PASTEF a pris le pouvoir, de mon point de vue, il était plutôt évident qu'il fallait continuer à m'engager dans le champ contre le PASTEF, mais cette fois-ci en changeant de braquet, comme je le disais, en adhérant à un parti politique. C'est le cas finalement, mais aujourd'hui dans la démarche, vous dites être justement un partisan, un artisan de la gauche, sous l'angle de la dialectique. N'avez-vous pas l'impression que votre démarche n'a pas été que unilatérale? J'invoque les propos de deux personnes, du président Macky Sall lui-même, parce qu'on a pas mal échangé avant mon adhésion formelle, et nous avons parlé d'idéologie et notamment du libéralisme politique, qui est à la base une valeur de gauche. J'invoque aussi les propos de mon ami Seydou Gueye, qui a toujours dit que l'APR est une alliance, c'est-à-dire une diversité de parcours, de trajectoires, d'origine, d'individus, d'hommes et de femmes d'ici et de la diaspora, mais qui sont mus uniquement par un seul principe et une seule finalité, la République. D'où l'alliance
pour la République. Au sein de notre parti, nous avons des gens issus du marxisme-léninisme. Le président Sall lui-même est issu du courant maoïste. Moi, je suis issu de la social-démocratie ou de ce qu'on appelle le socialisme démocratique ou le socialisme républicain. Mon ami Seydou Gueye, fier de ses filiations rocardiennes, est un social-démocrate. Donc, nous avons aussi des libéraux, des gens qui ont quitté le Parti démocratique sénégalais avec le président Sall. Donc, nous avons fait alliage, nous avons, comme disait Jean-Pierre Chevènement, nous avons fait mélange autour d'une sacralité, la République. Mais dans la pratique, qu'est-ce que ça a donné? Au regard des faits, avez-vous l'impression que cette doctrine telle que vous l'expliquez est conforme aux pratiques? Je le pense, bien entendu, Bayoumar, même si dans la marche de chaque parti politique ou de chaque gestion publique, il y a des erreurs, il y a des choses, effectivement, qu'il fallait faire autrement. Mais comme vous le savez, la perfection n'est pas de ce monde, elle ne relève finalement que du décret divin. Donc, toute action de l'homme est une action incomplète, est une action aussi chevillée quelque part d'erreurs. Mais il faut reconnaître que le bilan du parti politique de l'APR, avec aussi ses alliés de Benno Bokk Yakaar, est un bilan exceptionnel à tout point de vue. D'abord, d'où venons-nous? Nous venons du 23 juin 2011, où le président Abdoulaye Wade voulait quasiment changer l'architecture républicaine de l'État du Sénégal avec la funeste loi qui a été combattue et finalement jusqu'à la réussite. Jusqu'ici, on n'a pas encore la preuve, effectivement, que ça s'est matérialisé. Je me remémore. Ça a été des dires jusqu'à présent qui n'arrivent pas encore à être concrétisés. Non, la proposition avait quand même été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. On parlait de car bloquant, on parlait de celui qui arrivait à 25% en premier allait gagner, ce qui est quand même assez grave. Et de mon point de vue, il y avait aussi l'instauration du ticket avec tous les commentaires de l'époque, avec aussi tous les commentaires des partisans de Maître Wade de l'époque. Et je me souviens d'ailleurs... Mais parce qu'au sein de Maître Wade, il y avait quand même une différence dans l'approche aussi. Il y avait une dichotomie dans l'approche. Je ne pense pas qu'il y ait dans le corps du PDS de l'époque une différence d'approche par rapport à la volonté de Maître Wade. Il y avait peut-être dans les marges des gens qui voyaient différemment et qui l'ont exprimé publiquement à l'époque. Mais les porte-parole du PDS de l'époque, de mon point de vue, étaient quand même dans la ligne doctrinale qui avait été tracée. Mais pour en revenir à ce qu'on disait sur le bilan, je parlais de République, mais je parle aussi de bilan économique. Parce qu'au-delà de nos aspirations, au-delà de nos efforts, de nos pratiques quotidiennes, il y a aussi la vie quotidienne des Sénégalais, de mon point de vue, qui a été sensiblement améliorée dans ces 12 dernières années. Et je vais juste donner un exemple. L'Organisation des Nations Unies a sorti un communiqué il y a quelques mois en disant que grâce aux 12 années du président Sall, le Sénégal a quitté le groupe des pays les plus pauvres pour rejoindre désormais le groupe des pays à revenus intermédiaires. De mon point de vue, l'ONU ne peut pas être suspectée d'être partisane de l'APR ou du président Sall. De mon point de vue, ce rapport-là, ce document-là, témoigne de 12 ans d'efforts pour transformer qualitativement la vie des Sénégalaises et des Sénégalais. C'était dans la gouvernance où il y avait un problème. Qu'est-ce qu'on a... Et jusqu'ici, l'APR a du mal encore à tirer le bilan au niveau du parti qui est l'APR et de la coalition présidentielle. Du moins, on n'a pas encore assisté à un bilan post-gouvernance. Le bilan, et c'est une question très intéressante que vous posez. Nous sommes en train d'ailleurs de travailler sur le bilan. Parce qu'un bilan, c'est quoi? C'est un actif et un passif. Je parlais du document des Nations Unies, comme je peux parler des bourses de sécurité familiale qui touchent quand même 350 000 familles au Sénégal, c'est 51 milliards de francs CFA. C'est toujours des débats sur l'impact. Je peux parler de l'énergie, parce que tout le monde se souvient quand même que c'était un gros problème dans notre pays. Il y a même eu en 2011 des émeutes de l'électricité au Sénégal. Donc en fait, la fourniture énergétique au Sénégal est passée de 500 à 2000 MW en 12 ans. Ce sont quand même des choses factuelles et palpables. Après, le parti a perdu le pouvoir pour plusieurs raisons sur lesquelles, de mon point de vue, il serait fastidieux. J'aurais bien aimé savoir justement le document attestant le bilan tiré par le parti présidentiel qui a perdu le pouvoir. Ce serait bien d'avoir quand même ce document. Le parti a sorti un livre blanc sur sa gestion, effectivement, sur les questions économiques. Du bilan politique. Oui, mais le bilan, nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de le faire dans nos différentes prises de parole dans les médias, nos porte-paroles, parce que tout le monde, finalement, dans un parti politique est porte-parole au-delà des personnes désignées pour jouer ce rôle de manière formelle. Mais nous reconnaissons pourquoi le parti a perdu. Moi, je dis nous, alors que je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, tout ce qui concerne le parti, finalement, je m'en l'approprie en termes d'actifs et de passifs. Mais je considère qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont conduit à la perte du pouvoir dans les conditions que vous savez, parce que c'est quand même très récent. Il y a eu la division dans le camp de l'APR, avec quand même des candidatures qui sont issues des flancs du parti, au sommet même. Il y a eu l'usure du pouvoir, de mon point de vue. Il y a eu aussi, quelque part, un climat de violence
pendant 4 années, qui ont conduit à une forme de lassitude d'une certaine part de l'électorat qui voulait en terminer et qui considérait que ceux-là qui étaient les promoteurs de la violence et de la division, il fallait peut-être leur donner le pouvoir afin de les tester, de les mettre à l'œuvre et de voir ce qu'ils savent faire en matière de gouvernance. Et de ce point de vue, dans toujours la dynamique en tant qu'intellectuel, comment conciliez-vous votre rôle d'intellectuel indépendant et votre engagement partisan? C'est une continuité avec bien entendu quelques nuances que vous soulignez avec beaucoup de finesse, parce que quand vous êtes intellectuel, vous êtes engagé pour des causes, vous êtes ce qu'on appelle un porteur de cause. Moi, comme je l'ai répété tout à l'heure, ma matrice fondamentale, c'est la République, dans ce qu'elle a de démocratique, de social et de laïque, parce que j'ai un attachement tout particulier à la laïcité de la République du Sénégal. Et aussi, j'ai quelque part un combat que je mène contre les populistes autoritaires, les démagogues, toutes ces formes un peu de pensées extrêmes, l'islamisme, etc. Mais je considère qu'aujourd'hui, je suis dans le prolongement finalement de ce combat intellectuel. Avec ce qui change, c'est que je le fais à l'intérieur d'un espace politique défini, qui est un appareil politique qui s'appelle l'Alliance pour la République, et que je côtoie des hommes et des femmes, certains qui sont des membres fondateurs, d'autres qui les ont rejoints plus tard, d'autres comme moi qui sont venus plus récemment, et que la complexité, mais elle est très intéressante, c'est de concilier finalement des pensées divergentes, des pensées parfois contradictoires, qui de premier abord sont opposés, et de les concilier pour pouvoir en sortir un discours politique qui puisse toucher les masses et être ainsi révolutionnaire. C'est très complexe. La tâche, elle ne doit pas l'être, parce que je n'ai pas choisi le chemin de la facilité. J'aurais pu rester dans ma thébaïde intellectuelle ou sur une tour d'ivoire en train de professer des pensées, en train d'hériter des doctrines ou des fatwas. J'ai choisi de me mêler en prenant des coups, parce que, Bayoumar, vous savez, vous connaissez la politique, vous avez une longue expérience sur le sujet. On ne prend que des coups, il faut savoir par contre en donner, mais sans jamais dépasser les limites de l'acceptable et de l'humainement responsable. Mais de mon point de vue, la complexité, c'est cela, mais en partie, c'est un bouillonnement intellectuel, c'est un bouillonnement de pensée, c'est des idées divergentes. C'est pour ça que dans les démocraties, disons, les plus avancées, on a des courants de pensée. Dans un parti politique, des gens qui ne pensent absolument pas les mêmes choses, mais qui sont obligés de cohabiter pour l'intérêt général. Et c'est ça la tâche, vous l'avez dit, non aisée, mais plutôt complexe, et affecte justement cette casquette qui vous a été justement attribuée. Une mission qui vous est dévolue. Cette mission, c'est analyser et justement dégager la perspective. Deux notions qui se côtoient, irréversibles, mais comment dans un parti comme justement l'APR le traduire en acte? Alors, il faut d'abord saluer l'audace de l'APR de confier une mission aussi exaltante à un homme qui est arrivé il y a exactement 6 mois. Donc, c'est de l'audace. Quand vous dites c'est de l'audace, c'est au niveau suprême avec... Je parle du présidentiel. Oui, bien sûr, c'est quelqu'un d'audacieux. Oui. Et il faut... Thomas Shakespeare disait, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Donc, c'est de l'audace de sa part, mais aussi c'est une grande ouverture d'esprit des hommes et des femmes que j'ai rejoints, qui sont infiniment plus compétents que moi, plus cultivés, plus aguerris politiquement, mais qui ont accepté de me faire la place. Donc, je leur en sais gré. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, qu'est-ce que la cellule? Qu'est-ce que la cellule d'abord? Présentons-la. La cellule, donc d'analyse et de prospective, c'est d'écouter toutes les respirations de notre pays sur des questions économiques, démocratiques. Vous parlez tout à l'heure de gouvernance comme un peu talon d'Achille, les questions de laïcité, les questions de culture, les droits des femmes, le social, les solidarités. Mais aussi d'écouter ce qui se dit dans la conversation aujourd'hui mondiale. Qu'est-ce qui se dit avec les populistes un peu partout, avec aussi la violence du djihadisme à nos frontières. Qu'est-ce que le monde dit et que le Sénégal doit capter pour le transformer en réponse politique d'abord. Donc ça, c'est de la veille. Ensuite, il faut que nous propulsions un imaginaire. Parce que l'APR a perdu. Il faut avoir la lucidité et le courage de se regarder et de savoir que nous avons perdu et l'accepter. Et ce travail-là a été dur avant mon arrivée. Il l'est encore un peu. Mais je pense que nous sommes aujourd'hui au bout du tunnel pour avoir fait un diagnostic sans concession et courageux de dire pourquoi nous avons perdu. Il y a aussi des séparations douloureuses avec certains de nos camarades qui sont partis ailleurs ou d'autres qui sont peut-être aujourd'hui sur d'autres projets ou d'autres problématiques. Et il y a l'accueil des nouveaux dont je fais partie. Donc propulser un imaginaire. Parce qu'un parti, c'est un bilan. Parce que nous avons gouverné pendant 12 ans. Il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. Mais de mon point de vue, nous avons décidé de ne pas retourner auprès des Sénégalais autour de la matrice édictée par le président Sall de la reconquête en leur parlant seulement de bilan. Il faut aussi que nous propulsions un imaginaire, que nous propulsions un horizon, que nous fixions un cap pour leur dire que nous avons fait ça sans le pétrole et le gaz. Nous avons perdu, nous avons appris pourquoi
nous avons appris dans l'opposition, nous avons tiré les leçons de pourquoi nous avons perdu. Maintenant, nous vous proposons ça pour la jeunesse, pour les femmes. Troisième point, exactement. Troisième et dernier point de l'objet de la cellule, c'est que moi j'ai toujours dénoncé, et je vous ai entendu plusieurs fois de mon point de vue soutenir ce propos, il y a une désarticulation entre les espaces de pensée et les espaces politiques. Les politiques ne se nourrissent pas de l'université, ni des travaux des journalistes, des chercheurs. C'est le grand problème. C'est le grand problème. Nous avons décidé d'aller voir les intellectuels, de quelque bord qu'ils soient. Ils n'ont pas besoin d'être dans notre parti, ils n'ont même pas besoin d'avoir une carte de parti politique. D'écouter ce qu'ils ont à nous dire, et vous le savez, les intellectuels sont très bouillonnants et très critiques, mais d'avoir le courage d'aller les voir, de les inviter aussi à venir nous rencontrer, à nous proposer eux ce qu'ils disent. On n'a pas besoin que cela nous arrange, on n'a pas besoin qu'ils nous disent ce qu'on veut entendre. On veut qu'ils critiquent les 12 ans de la gouvernance du président Sall. Ça, vous avez péché, etc. Donc nous allons réarticuler finalement une ligne de crête entre les espaces de pensée et les espaces politiques pour ce que les intellectuels ont à nous dire, que nous le transformions en propos politiques. Telle est votre mission. Absolument. Et alors, dans la démarche, quel mécanisme utiliser? Nous avons donc la cellule avec, pour l'instant, elle est vraiment en place. Donc, nous avons la cellule des cadres à côté. Nous avons le réseau des universitaires dirigé par mon ami Moussa Baldé, la cellule des cadres dirigée par mon frère Pape Malick Ndour. Nous avons aussi l'école du parti. Donc, la cellule aujourd'hui est sur une ligne de crête entre ces organes qui sont là et que nous allons nous stimuler mutuellement. Nous allons nous inspirer et nous allons surtout voir les gens qui ne sont pas politiques. Parce que dans un parti, parfois l'erreur, c'est de rester juste dans les frontières du parti et d'entendre un discours. Il y a des citoyens qui aimeraient, par exemple, dans des groupes de réflexion, être invités pour discuter et débattre. Nous allons organiser bientôt une première conférence sur, vous avez l'exclusivité, sur les questions internationales. Nous allons avec des personnalités chevronnées sur les questions diplomatiques, sur les questions géopolitiques et géostratégiques. Nous allons organiser dans les semaines qui viennent la première conférence sur le sujet. Pour aussi étudier ce qui nous arrive. Parce que nous avons tendance, nous, au Sénégal, à parler de nous en oubliant que le Mali est notre voisin et qu'il y a quand même un attentat qui s'est déroulé à Diboli, à 2 km de Bakel. De Kidira, pardon. Et cela, justement, en définitive, vous attribuera une identité propre qui est la vôtre sur le plan doctrinal. Une identité politique, oui, bien sûr, politique. Parce que notre identité, c'est quoi? C'est la République, c'est le social, c'est l'économique, mais tout ça arrimé finalement aux questions des solidarités. Et nous allons vers la matrice de la reconquête avec tout ce bagage-là, l'actif et le passif, ce qu'on a appris de l'opposition, ce qu'on a fait et ce que nous pourrions faire. Par exemple, quand nous prenions le pouvoir, l'intelligence artificielle n'existait pas. Le numérique, parfois, était à ses premiers balbutiements dans certains axes. Donc, la jeunesse, elle n'a pas... les gens qui seront les primo-votants en 2029 avaient 1 an quand Macky Sall est arrivé au pouvoir. Donc, il faut aussi savoir parler le langage de ces jeunes-là, savoir décoder leur message et le transformer encore une fois en propos politiques audibles et intelligibles. Et justement, en parlant de bilan, justement, l'articulation qui va être faite et que vous avez bien expliqué, c'est donc dans notre accroissement démographique, on n'a pas trop senti l'élaboration de politiques publiques arrimées justement à cet accroissement démographique. Souvent, ça posait problème dans le cadre de la gouvernance. La démographie est un peu l'angle mort de la pensée économique ou de la pensée politique au Sénégal. Nous n'en parlons pas souvent, même si tout le monde utilise les chiffres un peu à l'emporte-pièce. 7 Sénégalais sur 10 n'ont pas 35 ans, l'âge médian c'est 19 ans. Et ceci renvoie finalement à des responsabilités quasiment spirituelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute politique publique qu'on veut élaborer et mettre en œuvre, elle est à destination de la majorité de la population, en l'occurrence les jeunes. De quoi les jeunes ont besoin? Ils ont besoin d'éducation, parce que ça c'est fondamental, parce que le capital humain, c'est ce qui finalement vous permet d'absorber les chocs et de pouvoir mettre en œuvre avec des bras outillés dans le pays les politiques publiques que vous avez édictées. Ils ont besoin donc d'éducation. Et les chiffres qu'on a sont assez inquiétants sur l'éducation, parce que 54% des Sénégalais sont en alphabet. Ils ne savent ni lire ni écrire dans aucune langue. Et justement, ça a été le grand manquement de Macky Sall. Macky Sall a fait... Non, de mon point de vue, Macky Sall a fait beaucoup d'efforts. Mais en fait, vous savez, on a tellement de jeunes que tout effort ne suffit pas. Mais il faut voir le nombre d'universités qui a quand même été construit par le président Sall. Effectivement, il y a eu, parce qu'il n'y avait que Dakar et l'université de Saint-Louis. Il y avait ce qu'on appelle les cures, les centres universitaires. Bon, c'était un peu des grands lycées. Aujourd'hui, avec le président Sall, il y a l'université de Ziguinchor, il y a l'université du Sine Saloum, il y a l'université Amadou Mokhtar Mbow, il y a l'université numérique, Cheikh Hamidou Kane. Est-ce que vous savez que l'université numérique Cheikh Hamidou Kane est aujourd'hui la 2e université en termes de population universitaire dans le pays? De mon point de vue, tout ça est à mettre à l'actif
dispositifs du président Sall et de son régime, mais ce n'est guère suffisant. Ce n'est guère suffisant parce qu'il faut se souvenir que nous avions quand même des moyens plutôt réduits et que dans un pays où vous avez 400 000 ou 500 000 emplois formels et que 9 entreprises sur 10 sont informelles, 9 travailleurs sur 10 sont dans le secteur informel, finalement, nous ne produisons pas suffisamment pour pouvoir répondre qualitativement à toutes les préoccupations. Entre les facteurs exogènes et les réalités internes, parlons à présent pour rappeler que notre invité est Hamidou Anne, qui est analyste, coordonnateur de la cellule analyse et prospective de l'APR. Alors, à présent, parlons des réformes institutionnelles et la gouvernance. Alors, le Sénégal a connu récemment des réformes importantes, notamment autour de l'OFNAC, mais également des dispositifs de lutte contre la corruption. Selon vous, ces réformes vont-elles réellement renforcer l'état de droit ou restent-elles symboliques tout simplement? D'abord, il faut trouver que ces réformes-là rejoignent un cadre déjà existant en la matière, parce que moi j'aime beaucoup réenchasser finalement les réformes dans un cadre historique beaucoup plus lointain pour montrer que ce pays a quand même une longue trajectoire historico-politique. Nous avons trouvé l'IGE, le contrôle financier. En 2012, le président Sall a raffermi, allongé les prérogatives de la Cour des comptes. On a transposé la directive de l'UEMOA portant code de transparence et il a créé l'OFNAC. Aujourd'hui, le nouveau régime arrive, considère que ces dispositifs-là ne sont pas suffisants et que le fonctionnement de l'OFNAC n'est pas optimal. Ils ont tout à fait la légalité et la légitimité de changer. Mais quand on veut comprendre la portée d'une loi, la première chose, moi personnellement, que je fais, je vais à l'exposé des motifs. Et quand j'ai lu l'exposé des motifs, notamment sur la loi, sur la déclaration de patrimoine, je vois deux choses qui m'ont un peu inquiété. La première, elle est relative à l'objectif, en disant que nous avons changé nous allons voter cette nouvelle loi parce que il faut l'aligner à l'agenda 2050. De mon point de vue, le Sénégal est un vieux territoire avec une vieille histoire politique. Si avec chaque nouveau document de politique économique, on veut changer les structures de l'État, finalement, ça peut créer une forme d'instabilité et ce n'est pas très bien dans tous les l'économie pour le social. Dans ces réformes-là, il y aura qu'est-ce qui justement suscite votre inquiétude dans ces réformes? La deuxième chose qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont encore dans la logique de règlement de compte. J'en veux pour point l'article 7 de l'OFNAC qui dit que maintenant, cette loi portant OFNAC 2014, elle est abrogée, mais qu'il y a des dispositions qui subsistent. C'est que si quelqu'un n'avait pas fait sa déclaration de patrimoine à l'époque, à l'entrée ou à la sortie, cette personne peut encore être poursuivie sous l'ère d'une nouvelle loi votée en 2025. Ceci m'inquiète et ceci renvoie à une forme un peu de règlement de compte que je ne trouve pas très optimale parce que la loi ne dispose pas pour le passé, elle ne dispose que pour l'avenir. Mais globalement, je ne vois pas de grands changements dans ces lois-là, à part que tout le monde sait que la position de M. Serigne Bassirou Gueye qui dispose d'un mandat et qu'on ne peut pas remercier est gênante et que de mon point de vue, on pourrait considérer qu'ils utiliseraient cette loi-là pour remercier M. Bassirou Gueye dans des formes... Mais sur le principe, vous êtes d'accord que quand même cette réforme peut être une bonne chose pour la lutte contre la corruption. Toute réforme avec une véritable portée de transformation dans le sens de mieux-être, moi je la salue. Mais je considère que cette réforme-là, en tout cas de l'OFNAC, elle ne change pas grand-chose et que de mon point de vue, on aurait pu s'en épargner, vu que, d'ailleurs, et encore une fois de mon point de vue, ça ne renvoie pas aux urgences auxquelles les Sénégalais sont. Qu'en est-il des lanceurs d'alerte de ce point de vue qui bénéficient désormais d'un cadre légal renforcé? Pensez-vous justement que ces mécanismes sont suffisants pour protéger ceux qui dénoncent les abus, surtout dans un contexte politique? De mon point de vue, Bayoumar, cette loi est inopportune. Ah oui? Les lanceurs d'alerte? Non, pour moi, elle est inopportune. Et elle est conforme un peu à l'instauration par le passé d'un climat de suspicion, voire d'une société de la délation. Et ceci, de mon point de vue, n'est pas très sain. Nous avons des dispositifs, je viens d'en citer certains. Il faut encadrer. En lisant la loi, c'est un peu... En lisant la loi, quand même, tout ceci me semble être assez fourre-tout. Et j'ai l'impression qu'on veut donner raison à des gens qui sont un peu, je ne dirais pas qu'ils sont membres du parti au pouvoir, mais qui fonctionnent un peu dans ses flancs et qui, dès le début, après l'alternance, ont pris des caméras, des appareils photo pour aller filmer les maisons des gens, disant que cette maison appartient à Bayoumar Gueye, parfois de manière totalement fausse. Cette voiture appartient à telle personne, ce champ appartient à telle autre. Je considère que le Sénégal a des dispositifs puissants pour lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite. Nous avons aussi le parquet, le pôle judiciaire financier. Le Sénégal a une presse de qualité. Et de mon point de vue, si on renforce les dispositifs publics existants
et leur donner davantage de moyens. Parce que traquer la corruption, c'est extrêmement compliqué et ça coûte très cher. Parce que, comme vous le savez, la délinquance à col blanc, partout, elle est plus difficile à combattre parce que ces personnes-là, présumées en tout cas corrompues ou en tout cas qui sont enrichies illicitement, ont quand même suffisamment de moyens parfois pour contourner les lois, même des démocraties. Dans les grandes démocraties, les lanceurs d'alerte aussi, pourvu que la loi soit encadrée, c'est tout. C'est là où se trouve mon inquiétude. Parce que déjà, dans la formulation du projet de loi actuel, je ne vois pas suffisamment d'encadrement, je ne vois pas suffisamment de précision. C'est écrit même d'une manière, de mon point de vue, assez évasive et que même certains termes n'ont pas été définis. Et il y a une disposition particulièrement inquiétante sur les fonds quand on dit que, par exemple, quand on arrête, quand on condamne quelqu'un, 10%, cela peut pousser finalement tous les hurluberlus du pays à vouloir dénoncer tout et son contraire. Et que, de mon point de vue, même l'OFNAC n'aura pas les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers, même en termes de temps, pour traiter en tout cas toutes les dénonciations que je vois rejoindre la table du prochain président de l'EFNAC. Oui, et la loi sur l'accès à l'information, là également, est-ce qu'elle est censée, selon vous, garantir plus de transparence? Concrètement, quelles en sont les limites et les opportunités? Alors, ça a été une limite de notre démocratie pendant longtemps, parce que les citoyens, quand même, dont on utilise l'argent, parce qu'on parle d'argent public, mais ce sont les impôts des Sénégalais et l'argent qui a été contracté au nom du peuple sénégalais qui font fonctionner l'administration, en tout cas le secteur public de manière générale. Et de mon point de vue, parfois, on a beaucoup de mal. Vous êtes journaliste, moi, je suis chercheur et beaucoup d'autres, en tout cas praticiens, avoir accès à l'information. Il y a même parfois un climat de suspicion, il y a même la problématique de l'accueil. De mon point de vue... Tout est estampillé confidentiel. Tout est estampillé confidentiel, alors qu'on travaille pour les Sénégalais, qui sont les destinataires finalement des politiques publiques que l'on met en œuvre. Donc, il est tout à fait normal que les Sénégalais puissent, et même les non-Sénégalais, mais en tout cas les chercheurs, les professionnels qui travaillent sur des sujets d'intérêt général, qu'ils puissent, de mon point de vue, accéder à l'information. Il faut juste que dans la philosophie de tout ça, que l'on cherche la satisfaction, non pas d'intérêt particulier, mais de l'intérêt général. Et selon, justement, l'APR, votre parti a connu quelques arrestations. De ce point de vue, quel entendement en faites-vous? Ce sont des arrestations qui sont curieuses. Moi, vous savez, je fais de la politique, mais je décide toujours d'être plutôt mesuré dans mon propos. Le propos peut être ferme et radical, mais il faut toujours mesurer et ne pas dépasser certaines limites de décence ou de dignité républicaine. Moi, je ne suis pas comme le PASTEF qui insulte des magistrats ou critique la justice. Ce n'est ni dans mon parcours, ce n'est ni cohérent avec mon parcours personnel, avec aussi la manière avec laquelle je vois la pratique politique. Mais il y a des choses quand même curieuses. Les suivantes. À chaque fois que M. Sonko a menacé une personne, cette personne, quelques semaines plus tard, se retrouve en prison. Je vais donner l'exemple de Farba Ngom, qu'il a menacé publiquement aux Agnam et que quelques semaines plus tard, M. Farba Ngom est en prison. Et d'ailleurs, j'en profite, Bayoumar, auprès de à votre micro pour dire que M. Farba Ngom est malade. Il y a un médecin qui a certifié son état de santé préoccupant. Il faut le libérer avant que l'irréparable ne se produise. Ah oui, à ce point? Absolument. Il y a aussi, parce que moi je suis pas familier à Rebeuss, il y a aussi M. Lat Diop qui a été menacé publiquement par M. Sonko. Mon camarade le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a été menacé publiquement par M. Sonko. Ça, c'est la première curiosité. Des personnes qui l'ont menacé se retrouvent en prison. Deuxième curiosité, c'est même dans la manière, dans les charges. M. Lat Diop, je reviens à lui, est accusé de corruption par un monsieur qui dit « j'ai tenté de le corrompre ». Sauf que ce monsieur est libre et va tranquillement à ses occupations. On l'a même retrouvé récemment au sein, soi-disant, d'une fondation financée des militants du parti au pouvoir. M. Ismaël Madior Fall, c'est un peu un cas similaire. Ce cas n'aurait jamais dû dépasser la table du procureur qui aurait dû le classer sans suite. On passe à autre chose. Troisièmement, et plus problématique, aucun nom de Moustapha Diop, de Mansour Faye, etc. ne se retrouve, n'est lisible sur le rapport portant Covid-19. Leur nom n'y figure pas et pourtant ces personnes sont arrêtées pour, en tout cas, une gestion indélicate des deniers publics dans le rapport Covid-19. Et dernier point, on parle aussi de blanchiment d'argent, par exemple de M. Farba Ngom et de M. Tahirou Sarr. Sauf qu'on parle de l'argent issu du trésor public. Alors je me demande par quel mécanisme fastidieux on peut blanchir de l'argent qui vient du trésor public. Mais attendons de voir, puisque c'est des dossiers en cours. Ce sont des dossiers en cours. C'est pour ça que ça s'arrête justement au niveau d'inquiétude et de votre curiosité, ça peut se comprendre. Cela peut se comprendre, mais autre chose. Et je considère aussi que comme ce sont des dossiers en instance, je ne veux pas m'avancer là-dessus, enfin, outrepasser même ce que leurs avocats ont dit. Par contre, je vais juste dire une chose, parce qu'il y a quand même
il y a 2 ans, je vois beaucoup de militants des droits de l'homme qui disaient que M. Sonko a des garanties de représentativité, qu'il fallait le laisser chez lui. Si la justice a besoin de lui, qu'il le convoque. Je pense que M. le maire de Saint-Louis, M. le maire, député maire des Agnam, M. Ladjoub, qui est un administrateur civil, ces gens-là donnent, M. Tahirou Sarr, qui est un homme d'affaires quand même plutôt prospère, connu dans le pays, on donne suffisamment de garanties de représenter. M. Moustapha Diop, le maire de Louga, toutes ces personnes donnent des garanties de représentativité. Ils auraient pu peut-être bénéficier d'une liberté provisoire. Vous avez confiance en votre justice? J'ai la confiance. J'ai confiance à la justice de mon pays, mais la confiance n'exclut pas le contrôle, comme vous le savez. Mais également, de la justice, nous passons aux droits humains, où est les deux à la fois, la saisine directe cette fois-ci du procureur pour ouvrir des enquêtes sur des crimes ou faits de torture est désormais possible. Alors, de ce point de vue, pensez-vous que cette mesure aura un effet réel sur l'impunité? Tout d'abord, cette mesure était possible depuis le vote de la loi d'amnistie. Parce que l'amnistie n'empêche pas, effectivement, de pouvoir ouvrir des procédures sur des crimes de torture qui sont des crimes imprescriptibles. Ça, c'est d'abord la première chose que je souhaiterais souligner. La deuxième chose, nous sommes suffisamment à l'aise pour aujourd'hui, si la justice veut ouvrir des enquêtes sur ces sujets-là, qui sont des événements, je le rappelle, quand même tristes et très très douloureux. Nous sommes à l'aise, pourvu juste que les enquêtes soient menées de manière indépendante et que le respect des droits de tout le monde, je dis bien tout le monde, donc de l'opposition comme ceux qui sont dans la majorité actuelle, soit respecté, parce que on parle de l'opposition, mais il y a aussi beaucoup au sein de la société sénégalaise qui pointent du doigt les gens aujourd'hui actuellement au pouvoir, parce qu'on a vu des appels répétés de leur part à l'insurrection, on a vu des communiqués que leur parti a signés appelant l'armée à prendre le pouvoir. On a vu des individus identifiés, membres du parti, qui disent avoir été payés pour brûler ou en tout cas commettre des actes, disons, de vandalisme. Et qu'il y a aussi des 5 milliards, je pense, qu'ils ont pris pour, soi-disant, dédommager des personnes qui avaient maille à partir avec la justice. Donc je pense que les responsabilités peuvent être... Ils pointent les nôtres, mais nous aussi, on a suffisamment de raisons objectives pour pointer du doigt ces gens. Qu'attendez-vous de ces enquêtes sur ces événements? Qu'elles soient impartiales, qu'elles respectent les droits de tout le monde, notamment le droit sacré de la présomption d'innocence. Moi, c'est uniquement ce que j'attends. Quelles garanties doivent être mises en place pour éviter la répétition de ces drames? Alors, c'est ça un peu le drame, et ça, je ne parle pas de moi, je parle de tout citoyen dans un état de droit. C'est de faire confiance à la justice de son pays, parce que nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, et nous nous soumettons aux lois qui nous régissent, parce que nous sommes des légalistes et des gens soucieux de l'état de droit. Mais c'est la complexité, c'est qu'on n'a finalement aucun mécanisme s'il y a une erreur judiciaire, s'il y a des procédures qui ne se déroulent pas d'une manière, disons, optimale. C'est que finalement, nous n'avons d'autre choix en tant que pauvres citoyens que de faire confiance à la justice et de subir finalement ce que la justice aura décidé de nous. Et quelque part, on a parlé de vérité et réconciliation. J'aime beaucoup cette question parce qu'elle me permet de revenir un peu en arrière. Moi, je fais partie des gens qui étaient contre la loi d'amnistie parce que je considérais que pour des raisons personnelles, je ne la trouvais pas pertinente. Mais vous savez, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis et que il y a aussi un certain nombre d'informations auxquelles je n'avais pas accès à l'époque. Et quand j'ai recoupé, comme les journalistes en parlaient aux uns et aux autres, parfois des gens qui étaient imbus de certaines responsabilités, on revoit un peu son jugement. Bayomar, moi, si ça ne dépendait que de moi, on aurait laissé cette amnistie comme telle et que le Sénégal aurait décidé souverainement, tout le monde, de fermer ce chapitre douloureux de notre histoire pour nous propulser vers l'avenir, vers la réconciliation. Parce que les Sénégalais sont quand même divisés, il faut le reconnaître. Il y a une société fragmentée. Il s'agit de drame. Absolument. Il s'agit de torture. Bien sûr. Mais vous savez, la France a vécu 4 ans d'occupation. Les FARC, ici on parle entre 50 et 80 morts selon les chiffres reçus ça et là. Les FARC, c'est des milliers de morts dans la rébellion marxiste là, en Colombie qui a duré pendant près de 40 ou 50 ans. Il y a d'autres pays, il y a eu toute mort est une mort de trop. Hein. Je ne suis pas du tout dans un schéma d'amoindrir la douleur de qui que ce soit. Mais je dis juste qu'au nom de l'intérêt national, au nom de ce que le Premier ministre Idriss Seck appelle les intérêts vitaux de la République du Sénégal, je pense que nous aurions pu tous faire un effort sur nous, accepter que ce qui nous unit dépasse de loin ce qui nous divise et que ce pays ne se bâtira qu'à travers les mains de ses enfants, de quelque bord qu'ils puissent se situer, et que nous laissons ce chemin-là
pour être conforme même à l'idée qui avait prévalu quand le président Sall avait décidé de faire voter cette loi d'amnistie malgré l'opposition de son camp. Je ne veux pas laisser un pays divisé, je ne veux pas laisser un pays fragmenté. Et je pense que même les gens qui sont au pouvoir, de mon point de vue, n'étaient pas si contre que ça, cette loi d'amnistie, parce qu'ils ne l'ont certes pas votée, mais ils ne l'ont pas attaquée devant le Conseil constitutionnel, alors qu'ils faisaient tout le temps la même chose pour les autres lois. Je pense qu'on aurait pu dépasser cela. C'est difficile à entendre et à dire, mais je prends sur moi cette responsabilité de dire cela. Alors, invité d'objection, expert dans les politiques publiques, nous en parlons cette fois-ci dans le cadre de l'économie, mais surtout du plan de redressement économique et social qui a été présenté aux Sénégalais. Alors, de ce point de vue, comment avez-vous justement analysé cette présentation en termes de force et de faiblesse? Vous avez bien fait de parler de présentation parce que je vais d'abord parler de la forme et sur deux points très rapidement. Moi, je considère qu'il y a un problème de cohérence. Aujourd'hui, le gouvernement a été élu sur un programme politique. Le programme Diomaye Président, ils ont parlé de projet, finalement c'est une arlésienne. Ils ont parlé de la vision 2050, la stratégie nationale de développement, aujourd'hui le plan de redressement. Ça, je trouve qu'il y a un problème de lisibilité pour quelqu'un qui va investir dans le pays ou qui travaille sur le sujet d'avoir une cohérence des documents. Surtout que dans tous leurs documents, les chiffres ne concordent pas. Ça aussi, je tiens à le signaler. Deuxième point, j'ai été très gêné en tant que républicain de voir le Premier ministre présenter un document de politique économique et que le président de la République vienne pour en assurer le décryptage. Je trouve que c'est un renversement de rôle et même c'est quelque part une violation de l'esprit de la Constitution. Parce que, article 42, le président de la République détermine la politique de la nation. Oui. Article 53, le Premier ministre est responsable devant le président et devant l'Assemblée. Donc, de mon point de vue, il y a un renversement de rôle. Dans leur parti, ça se passe peut-être comme ça, mais dans l'État, je pense qu'il doit y avoir un peu plus de tact et de finesse. Maintenant, pour en arriver au fond, de mon point de vue, c'est un plan de matraquage fiscal quasiment jamais vu dans l'histoire de notre pays. Oui. Parce que sur les 5 667 milliards qu'il projette d'engranger, l'État du Sénégal, en termes de son confort et de son train de vie, ne peut finalement faire un effort qui dépasse 100 milliards, donc quasiment 1,76% de la manne. Ceci me semble problématique. Et outre cela, il projette finalement de réduire le déficit, de le ramener à 3%. C'est très ambitieux, c'est même trop ambitieux. Mais, comme le disait un ami, peut-être qu'ils vont y arriver s'ils tuent tous les Sénégalais. Il y a trois manières de résorber un déficit. Pas du tout. Non, je chahute. Il y a trois manières de résorber un déficit. C'est de hausser les impôts, de baisser la dépense publique ou de stimuler la croissance. Ils ont décidé, eux, de ne pas aller sur le chemin de la croissance. C'est une ligne. Ils ont décidé de ne pas baisser les dépenses publiques. Je parle de 100 milliards quand même en termes d'efforts. C'est très, très peu. Pour vous, c'est limité? C'est 1,76%. C'est très, très peu. Ils ont décidé d'aller sur les impôts. Et là, il y a un problème. Parce qu'ils visent trois moyens. D'abord, c'est les subventions. La baisse, voire la suppression des subventions. Ciblé. Non, on parlera du ciblage si vous voulez, mais ça m'a l'air très problématique. Ah oui? Parce que je ne sais pas concrètement comment on peut cibler. Allons dans la microéconomie, parlons de gaz butane. Comment, Bayoumar, vous, avec votre voisin, on peut décider que Bayoumar gagne, c'est un journaliste chevronné, il gagne 200 000, il a les moyens d'acheter une bouteille de gaz butane, et que Samba Diouf, mon cousin Serrer, qui lui gagne 50 000, lui, il faut peut-être lui faire un cash transfert. Alors que Bayoumar, parce qu'il travaille, parce qu'on le voit tous les dimanches à la télé, a peut-être une charge 1000 fois plus importante que la charge de mon cousin Samba Diouf. Donc ça, le ciblage, moi j'ai vu peu de situations où on a réussi un ciblage. Donc sur les subventions, de mon point de vue, c'est un problème. Parce que ça quand même participe à atténuer les chocs, notamment le coût de la vie chez les ménages. Le deuxième point, ce sont les exonérations. Là, c'est un peu le mantra de Pastef, ils en parlent tout le temps. Maintenant, quand on rentre dans le détail des chiffres, on voit que ce n'est pas si simple que ça. Le dernier rapport disponible sur les dépenses fiscales parle à peu près de 900 milliards pour les exonérations. Qu'il faut diviser en deux chapitres. Il y a d'abord les exonérations de droit commun, c'est-à-dire que l'État peut lever l'impôt sur ses citoyens, mais décide de faire l'impasse. Et ça, ce montant, c'est 421 milliards. Mais vous savez, Bayoumar, sur les 421 milliards, les ménages et l'État constituent 95,5% de ces exonérations-là. Donc, il n'y a pas de marge. Si vous décidez d'enlever ces exonérations-là, finalement, vous touchez 78%, ce sont les ménages, et 18%, c'est l'État qui se pardonne la TVA, parce que l'État paye la TVA, mais récupère la TVA. Donc, finalement, c'est un jeu à somme nulle. Deuxième levier sur les exonérations, c'est 531 milliards, ce sont les entreprises. Et ça, cela répond à des textes légaux, au code des investissements, code des mines, code de la pêche. On peut décider de les enlever. On peut dire, OK, d'accord.
ça c'est 531 milliards, et c'est 92% d'entreprises qui veulent s'installer dans des régions parfois sensibles, comme la Casamance, ou dans des secteurs sensibles. Alors, je ne sais pas comment ils peuvent compresser sur les exonérations. Dernier point, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Sur ce point, moi je suis d'accord. Mais je suis réservé sur la brutalité avec laquelle ils veulent agir, parce que élargir l'assiette fiscale, c'est tout à fait normal que tout le monde, effectivement, ceux qui doivent payer l'impôt, le paye. Mais sur 3 années, réussir aujourd'hui à presser fiscalement les Sénégalais, ça m'a l'air compliqué. Après, il y a des niches qu'ils ont édictées. Comme le tabac, comme aussi... Sur le tabac, de prime abord, c'est une bonne mesure, mais qui comporte des limites qu'il faut savoir adresser. Moi, je vois 2 limites. C'est d'abord, ça va stimuler l'économie de la contrebande. Deuxièmement, ça peut faire rentrer dans le pays le tabac est par essence mauvais, mais du pire tabac qui va générer des problèmes de santé publique. C'est un pays organisé quand même. J'aimerais bien qu'on quantifie la contrebande, comme justement la désarticulation que ça peut entraîner, doit être maîtrisée avant de procéder à ces réformes quand même. J'espère. Non, mais ça, moi, je me demande. S'ils peuvent effectivement freiner l'économie de contrebande et taxer le tabac, notamment à ce prix-là, moi, ça me va parfaitement. Alors, comment concilier impératif économique et justice sociale? C'est très compliqué, surtout que nous avons des économies contraintes. Aujourd'hui, par exemple, en termes de recettes fiscales, nous en sommes à 4 500 milliards environ. Et que vous savez, en termes de le service de la dette et la masse salariale cumulée, c'est quasiment 2 500 milliards. Donc, c'est très, très compliqué, effectivement, de combiner les deux. Les gouvernements précédents ont essayé avec ingéniosité, avec talent, avec aussi beaucoup de sacrifices, à pouvoir concilier l'exigence d'investissement massif dans des secteurs productifs. Je peux parler de la ville de Diamniadio qui est sortie de terre, du train express régional, du BRT, des centrales électriques, de la route du Danomayo, de la boucle de Boudji. Je peux parler de ces investissements productifs et qui ont été alliés à une vraie stratégie sociale, notamment en termes de solidarité. J'ai parlé tout à l'heure de la bourse de sécurité familiale, la carte égalité des chances. Vous savez, surtout dans un contexte de déficit. Dans un contexte de déficit. Et c'était l'objet de pression sur le coût C'était de la la vision vie. du PSE. Oui. C'était la vision du PSE. Que l'investissement, la transformation structurelle de l'économie ne se fasse pas sans un véritable enjeu social, sans la mise en œuvre de filets sociaux. C'est très compliqué, mais en tout cas, en termes de dextérité, de sacrifice, l'État du Sénégal n'a pas tout réussi, mais a réussi quand même à mettre en place des filets sociaux. Et d'ailleurs, pour finir sur ce sujet, les bourses de sécurité, le programme des bourses de sécurité familiale du Sénégal a été pris en exemple par la Banque mondiale pour être répliqué dans d'autres pays, en Afrique et en Asie. Et dans le suivi, quelle est la place et le rôle de l'opposition dans le suivi de ce plan? Elle est dans son rôle de challenger, en mauvais français, de critiquer le plan dans ses impasses structurelles et dans ses impasses méthodologiques, mais elle est aussi dans une forme de proposition. Oui, dans la mise en œuvre surtout. Quelle proposition dans la mise en œuvre? Nous avons instauré un shadow cabinet au sein de l'Alliance pour la République, avec des responsabilités confiées aux uns et aux autres. Je parlais tout à l'heure de bourse de sécurité familiale. Nous avons une personne qui s'occupe de ce sujet. Nous avons d'autres personnes qui s'occupent d'économie, de défense, de diplomatie. Car à chaque fois qu'une question est mise sur la table par le gouvernement, notre shadow cabinet reçoit une note de cette personne-là, et puis finalement on critique ce qu'on pense devoir être critiqué, mais on peut aussi saluer ce qui doit l'être, mais apporter aussi peut-être des suggestions. Et notre camarade Pamari Ndour, lors de la conférence de presse du parti jeudi dernier, a fait un certain nombre de propositions, et nous sommes encore, très disposés à toujours apporter le concours de l'opposition, tout en restant clair et ferme sur nos positions d'une opposition républicaine radicale, mais responsable et digne. Donc, dans le cadre du suivi, cela incombe naturellement au gouvernement en premier, mais aussi à la société civile et aux partenaires techniques et financiers qui mettent leur argent dans le pays en termes de dons et de prêts, mais cela incombe aussi à notre rôle, nous d'opposants, qui assurons de la veille, qui critiquons et aussi qui nous préparons à gouverner. Parce que le problème aussi peut-être que ces gens-là affrontent, c'est qu'ils n'étaient pas préparés de mon point de vue à gouverner, d'où 16 mois de tâtonnement Justement sur ce même point de vue, mais cette fois-ci sous l'angle diplomatique, vous en êtes un. De ce point de vue, les nouvelles autorités sont en train de changer de mode en parlant beaucoup plus de diplomatie économique. Avez-vous suivi le déplacement du Premier ministre Sonko en Turquie? Et de ce point de vue, la question, le Sénégal pourrait-il s'inspirer du modèle turc dans certains domaines industriels, par exemple, infrastructurels, et même dans le secteur de la défense? Avant d'en venir au fond, toujours, j'aimerais vous
j'ai souri quand je l'ai vu en Turquie parce que je me suis remémoré ses propos très désobligeants vis-à-vis du président Erdogan il y a quelques années. Donc l'opposition, être dans une posture d'opposition n'empêche pas d'être responsable. Parce qu'on peut arriver, le but de l'opposition, c'est de conquérir le pouvoir. Pour le cas de la PR, c'est de reconquérir le pouvoir. Donc, il ne faut pas se mettre à prononcer un certain nombre de discours, à sortir un certain nombre de propos qui peuvent demain, quand vous êtes en responsabilité, vous amener à un certain nombre de difficultés. Parce qu'il avait accusé M. Erdogan d'être complice de M. Macky Sall dans la répression des Sénégalaises et des Sénégalais. Donc, j'ai souri quand je les ai vus ensemble. Maintenant, effectivement, j'ai suivi donc, le déplacement dans le fond. Il se trouve que la Turquie, depuis qu'elle a compris qu'elle ne serait pas acceptée au sein de l'espace de l'Union européenne, elle s'est réorientée depuis à peu près 2008, disons, dans une vraie stratégie de conquête en Afrique avec des parts de marché que ce pays acquiert dans des pays comme le Sénégal. Et le Sénégal occupe une bonne place. Absolument, le Sénégal occupe une bonne place parce que dans sa stratégie, au regard des liens séculaires entre le Sénégal et la Turquie, l'islam, la République, Senghor, Atatürk, etc., les valeurs fortes, nous sommes effectivement dans ce qu'on appelle en diplomatie un État pivot, un pays pivot dans la stratégie de diplomatie économique et commerciale et même diplomatie politique de la Turquie. En tout cas, nous sommes l'État pivot dans la sous-région ouest-africaine. Et cela s'est vu dans les échanges commerciaux entre nos deux pays. Vous avez vu que le SICA, le Centre international de conférence Abdou Diouf, le Stade Abdoulaye Wade, l'aéroport AIBD, Dakar Arena ont été construits par les Turcs. Et d'ailleurs, le volume d'échanges, vous savez, entre le Sénégal et la Turquie a atteint 249 milliards en 2024. 249 milliards, donc c'est très important. Si le gouvernement ambitionne de le porter à 1 milliard de dollars, moi je ne peux qu'applaudir, même si je peux être réservé, mais on ne sait jamais. En tout cas, 249 milliards. Par contre, ce qui est préoccupant, c'est que sur ces 249 milliards-là, le Sénégal n'exporte en Turquie que pour 10 milliards de francs CFA. C'est quand même très peu et souvent c'est des matières premières comme de la graine, du poisson, des fruits de mer. Donc on aura certainement l'économie de cette tournée pour voir réellement quelles en seront les retombées. Hein. Je le souhaite. Et il y a 239 milliards d'importations venant de la Turquie. De façon perceptible quand même, les images rendent compte quand même de la réussite de cette visite. En tout cas, les images étaient belles, mais bon, ça, j'ai pris l'habitude avec ce régime d'avoir de belles images, de beaux logos, de belles infographies, avec un résultat moindre, parce que le résultat concrètement, c'est 2,64 milliards d'investissements en 3 mois en 2025. Dans ce même registre surtout, quelles précautions diplomatiques faut-il prendre pour éviter une dépendance excessive en partenaires étrangers? C'est très important. Il faut éviter effectivement certaines dépendances. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la relation avec la France, comme vous le savez, il y a 270 entreprises françaises au Sénégal qui génèrent 25% des recettes fiscales du Sénégal. Donc il faut éviter effectivement, quand on est un pays souverain, jaloux de sa souveraineté, d'éviter d'être dépendant politiquement, diplomatiquement. Vous le voyez d'ailleurs, pour sortir hors de nos frontières, la dépendance européenne vis-à-vis de la puissance militaire américaine, aujourd'hui, les amène dans une position très très inconfortable, où ils sont obligés de dépenser 5% de leur PIB en achat d'armement aux États-Unis. Donc il faut éviter effectivement, mais cela s'évite par des actes concrets, c'est-à-dire en étant producteur, en ayant suffisamment une industrie suffisamment puissante pour pouvoir produire et exporter. Mais de manière philosophique, là je parle quasiment de manière philosophique générale, le Sénégal a vocation à s'ouvrir auprès de tout le monde. Le Sénégal a vocation, comme dirait Senghor, à s'ouvrir à tous les apports fécondants du monde. Ces apports fécondants sont la diplomatie, la politique, la culture, l'économie, etc. Après, ceci ne nous empêche pas, par contre, d'avoir de bâtir un tissu productif suffisamment puissant pour pouvoir acquérir une forme de respectabilité dans ce monde aujourd'hui où c'est le primat de l'économie sur le politique. Alors, 2 questions avant de finir pour vous taquiner un peu. D'abord, quel rôle ambitionnez-vous de jouer personnellement dans la vie politique nationale dans les prochaines années? Un rôle de servir, parce que moi j'ai été formé, comme vous le savez, à servir l'État. J'ai servi l'État dans la fonction publique, je l'ai servi en tant qu'intellectuel. Aujourd'hui, je le sers, ou en tout cas, j'essaye de le servir en tant que politique. Moi, vraiment, je pense, mon rôle, c'est de servir par les idées, par la pratique, en essayant de faire en sorte que la République démocratique, sociale et laïque soit préservée et renforcée. Alors, dernière question, quels seraient, selon vous, les 3 chantiers prioritaires pour refonder la gouvernance au Sénégal?
D'abord, l'éducation. Rien ne peut se faire sans l'éducation nationale, parce que c'est l'éducation qui produit une société d'ouverture, une société digne, une société respectée partout dans le monde. Et la jeunesse sénégalaise, on doit l'orienter vraiment vers l'éducation, parce que c'est l'éducation qui permet aussi de se décomplexer. Ce ne sont pas des slogans anti-impérialistes, souverainistes qui amènent quelqu'un à se décomplexer. C'est quelqu'un qui sait et qui est imbu de connaissances. Cheikh Anta Diop disait: armez-vous de science jusqu'aux dents. Deuxième point, c'est de préserver la République, parce que c'est elle qui nous unit, c'est notre allégeance collective, c'est quasiment notre religion civique, la République. Il s'est passé des choses extrêmement graves ces dernières années. La République a été chahutée, vilipendée. Il faut que nous nous retrouvions autour, malgré nos divergences, d'un impératif de sauvegarde et de préservation de la République. Dernier point, c'est l'économique. C'est le développement. Parce que quelle que soit la beauté de vos textes, la beauté de vos valeurs, quelle que soit la grandeur de votre civilisation, si vous ne pesez pas économiquement dans ce monde de brutalité, dans ce monde de compétition, c'est que finalement vous n'aurez pas la respectabilité nécessaire pour peser dans les choix du monde. Et justement, la gouvernance, nous en avons parlé. Avez-vous l'impression que ça a été le parent pauvre dans la gestion sous Macky Sall? Parce que quand même, il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau. Ce serait un propos péremptoire de mon point de vue, mais ce que je peux dire, c'est qu'aucune gestion n'est facile. Il y a eu des choses qui ont été faites qui pouvaient être améliorées. Il y a eu de belles choses qui ont été faites. Et je préfère aujourd'hui, vu que le président Sall a pris du champ et vit à l'étranger, il a eu la dignité de servir notre pays pendant 12 ans. Et au regard de nos relations personnelles, de ne garder que le meilleur. Que le meilleur. Et aujourd'hui, au regard de l'activité politique au Sénégal, au regard de la configuration, quelle impression cela vous donne? Et que comptez-vous faire, vous, au niveau de l'APR, pour transformer et d'en faire justement un élément clé dans notre démocratie? Beaucoup de désordre, beaucoup de vacarme aujourd'hui dans le champ politique et beaucoup de déstructuration et même parfois une forme de volonté de décadence, de diviser les Sénégalais, de faire en sorte qu'ils ne soient plus côte à côte mais face à face. Et l'APR, en tant qu'alliance, comme je le disais au début, pour la République, a un droit à exister, à mener son rôle d'opposition légale et républicaine, mais l'APR a un devoir, parce que quand on a été un parti de gouvernement, il y a 3 partis qui ont gouverné, il y a un devoir qu'il faut avoir, qu'il faut garder par devers soi, c'est le devoir de préserver la sacralité de l'État, la dignité de la République et la cohésion de la nation. Que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalise. Merci beaucoup. Merci Bayomar. Ça a été le mot de la fin, ça a été un énorme plaisir. On aura certainement d'autres occasions pour encore discuter, éclairer et clarifier surtout le débat politique. Merci à Hamidou Anne pour rappeler que vous êtes le coordonnateur de la cellule analyse et perspective de l'APR, de l'Alliance pour la République. Vous êtes un expert des politiques publiques, écrivain également, et dans votre compte, on peut retenir Penser l'Afrique qui vient, mais également Amadou Mokhtar Mbow, une vie des combats. Politisez-vous, c'est désormais le cas. En tout cas, bonne route. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Eh bien, vous avez raison d'y rester. Place à El Hadj Malick Ndiaye. C'est dans le cadre de Dianobi avec son invité Nafissatou Diallo du PDS, ainsi sur FM. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à nos techniciens. Je vous parlais de l'équipe digitale. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé